Bienvenue dans ce live où je vais parler d'alimentation et de confiance en soi, qui peut passer par là aussi. Alors j'attends pour voir si certaines personnes se connectent et savoir si vous m'entendez bien et tout ça. Donc on va attendre quelques minutes si vous voulez bien. Et puis voilà. Bonjour. Bienvenue. J'attends que d'autres personnes arrivent éventuellement, mais enfin sinon je vais commencer bientôt. J'attends une petite minute encore. Donc je vais parler d'alimentation et de confiance en soi. En fait je vais vous parler de mon histoire, de mon expérience avec tout ça, pour voir si ça fait résonner des choses en vous. Coucou Dédé. Bienvenue. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Juste savoir, surtout qu'il y a un petit peu de bruit à côté. Il y a mon voisin qui fait des travaux, donc j'espère qu'il ne pensera pas à utiliser le marteau-piqueur. Mais voilà. Coucou. Tu m'entends bien? J'attends la réponse. Ok, super. Bon, ben, je vais commencer et voir si d'autres personnes arrivent en cours de route. Donc, je voulais aujourd'hui parler d'alimentation et de confiance en soi. En fait, j'ai juste envie de partager mon expérience avec ça. Et ça a été un long chemin, mais ça a été en fait, l'alimentation a été pour moi la porte d'entrée vers tout ce que je fais maintenant. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été important, un jalon très très important de ma vie. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai passé mon enfance avec une alimentation, je dirais, tout à fait normale, standard. Je mangeais des pépitos au goûter, je mangeais de tout ce qu'il y avait sur la table, d'une table normale française. Beaucoup de produits laitiers. Plus tard, ado, je me faisais des pots de fromage blanc d'1 kilo, j'adorais ça et tout ça. Enfin bon, bref, disons une alimentation tout à fait acceptée comme étant la norme et bien équilibrée. Parallèlement à ça, j'ai eu énormément de problèmes de santé, surtout des infections urinaires. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a pourri toute mon adolescence et où j'ai même fini par être opérée. On m'a réimplanté les urtères qui faisaient des trucs, enfin bon, bref. En tout cas, c'était quelque chose de... Et en fait, l'opération n'a rien changé du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était quelque chose de très, très, très présent dans ma vie et avec lequel il fallait que je compose. Je savais que... j'ai mangé un nombre d'antibiotiques, avalé un nombre d'antibiotiques incroyable. Mais voilà, c'était ce que les médecins disaient de faire. Et donc, on suivait tout ça très bien. Et puis, petit à petit, lorsque j'ai eu presque 30 ans, vous voyez, ça a pris du temps, j'ai rencontré par hasard un médecin homéopathe. Et ça a été pour moi la première ouverture vers quelque chose d'un peu bizarre, qui sortait en tout cas de ce que je connaissais jusque-là. Et cet homméopathe m'avait déjà dit « Ah, mais peut-être qu'en arrêtant les produits laitiers, tes problèmes iraient beaucoup mieux. » Et ça a été donc mon premier truc, ça a été d'arrêter les produits laitiers. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus d'angine, alors que j'avais beaucoup d'angine avant. Et beaucoup moins de problèmes d'infection urinaire. Et là-dessus, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et ce même homéopathe m'a dit « Oh, mais tu vas accoucher à la maison ?» J'avais pas du tout pensé à ça, à accoucher à la maison. Mais c'est une idée qui me plaisait bien. Ça commençait à réveiller la rebelle en moi. Alors que vraiment, c'est quelque chose qui n'aurait pas été envisageable dans le contexte dans lequel j'étais avant, où la médecine avait parole d'évangile pour tout, quoi.
Et donc je vais rencontrer une médecin qui pratiquait les accouchements à la maison et qui m'a dit, en fait, au premier rendez-vous, elle m'a dit, mais vous savez, j'ai, enfin, les accouchements sont beaucoup plus faciles chez les femmes que j'accompagne qui mangent cru, qui mangent tout cru. Bon, ok. Ben, et en fait, c'est une idée qui m'a assez séduite. Je trouvais ça assez intéressant de manger cru, parce que bon, elle m'a donné plein d'arguments là-dessus. Déjà en disant que mais peut-être que enfin, les premiers hommes mangeaient forcément cru. Il n'y avait pas de feu et donc mais se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient et voilà. Et que même une fois que le feu est intervenu, finalement ils n'ont pas pensé tout de suite à mettre des choses sur le feu et à cuire leurs aliments. Donc l'alimentation crue peut être à ce moment-là vue comme l'alimentation de base pour les humains. Et je me suis dit, bon, bah ok, ouais, enfin, c'est une idée qui me séduisait bien. Enfin, j'avais vraiment, ça me paraissait, ouais, normal presque. Et donc je me suis dit, bon, allez, banco, puisque bon, l'idée aussi, c'est qu'elle disait que, étant donné que, enfin, il y avait beaucoup moins de toxines, le, les muscles étaient beaucoup mieux oxygénés, que les tendons étaient beaucoup plus souples, et que donc c'était aussi pour ça que l'accouchement se passait nettement mieux. Et je me suis dit, bon, ben, il y en a que pour quelques mois, parce que elle, je l'avais rencontrée au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et j'accouchais 5 mois après. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire cette expérience. Et je me souviens du jour où je suis sortie de son cabinet, et je suis allée acheter plein de fruits, plein de légumes, et c'était vraiment génial. Et donc au début, elle m'avait dit, bon, l'idéal aussi, c'est de garder, enfin de rester un petit peu avec l'estomac vide un certain temps, enfin que le corps soit pas toujours en train de digérer, donc si possible ne rien manger le matin ou alors juste un fruit, quelque chose de léger. Et à midi c'était fruits et légumes à volonté, toujours crus, et quelques noix ou des choses comme ça éventuellement. Et le soir, il pouvait y avoir, alors là c'était les petites entorses, on pouvait avoir des pommes de terre, éventuellement du riz pour le début, histoire de s'acclimater doucement. Et d'avoir aussi, et puis c'était surtout une grosse salade verte. Et aussi, alors c'était ou des glucides, style pâte à pommes de terre et choses comme ça, ou des protéines. Donc là aussi, viande crue, poisson cru. Donc je sais que ça peut faire hérisser les cheveux à tous les gens, savoir que des femmes, qu'on conseille à des femmes enceintes de manger de la viande crue. Et bien entendu, c'est pas la viande qu'on achète au supermarché. Il faut vraiment trouver des producteurs qui nourrissent bien leurs animaux, avec les animaux les plus sains possibles. Mais bon, enfin voilà, en tout cas l'idée en gros c'était ça. Et je me suis vraiment prise au jeu, j'ai adoré, et surtout mon corps a adoré. Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait j'étais relativement boulotte jusque-là. Enfin, j'avais un petit peu de poids, et je sentais que ça me retenait quoi aussi. J'étais pas vraiment à l'aise dans mon corps avec ça. Et là, en fait, j'ai perdu énormément de poids. J'ai non seulement perdu tout ce que j'avais pris en début de grossesse, mais en fait j'en ai pas repris après. C'est-à-dire qu'en fait j'ai terminé ma grossesse avec le même poids qu'au départ. Mais ce qui était tout bénef pour moi, quoi, parce que vraiment je me sentais bien, j'étais dynamique, j'étais à l'aise, enfin tout allait bien, quoi. C'était vraiment génial. Et donc voilà, donc j'ai accouché à la maison et ça s'est super bien passé, vraiment tranquille et tout ça. Et puis, logiquement, j'ai continué ensuite. Mais ne serait-ce que parce que j'allaitais mon fils et que donc je voulais que le lait soit de bonne qualité, quoi, et qu'il ne soit pas pollué par des choses autres. Donc en fait j'ai continué comme ça à manger cru,
et à être de plus en plus en confiance en fait avec ma façon de manger, c'est-à-dire que autant au départ j'avais cette espèce de plan de savoir qu'à midi je mangeais ça et puis le soir je mangeais ça, et petit à petit j'ai été en recherchant un petit peu, j'ai trouvé qu'il y avait certaines personnes qui préconisaient d'y aller vraiment à l'instinct. Donc plus aucun cadre, vraiment s'écouter et puis voir où on va avec ça. Et donc ça consistait d'abord à renifler les choses. Donc à renifler un fruit, à renifler un légume, à renifler la viande, les noix, tout. Et à voir ce qui nous appelait le plus. Ah, tiens, le voisin qui se remet à faire du marteau-piqueur, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Donc, c'est lorsque quelque chose nous appelle, et ça c'est quelque chose qui marche pour tout le monde, quand on sent quelque chose, que ça nous apporte que ça nous fait saliver, qu'on trouve que ça sent bon, à ce moment-là, on peut dire que c'est bon pour nous. Si le truc n'a pas d'odeur ou qu'on sent une petite odeur qui est pas, enfin je sais pas, il y a un truc qui nous tente pas, c'est que c'est pas bon. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment c'est vraiment un jeu d'enfant quoi. Et l'idée aussi importante quand même, c'est que ce principe-là de renifler et de voir si ça nous fait plaisir ou pas, si ça nous attire ou pas, ça ne peut fonctionner par contre qu'avec les choses crues. Alors je ne rentrerai pas dans les trucs scientifiques parce que tout ça c'est quelque chose d'extrêmement bien documenté. Il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'on a des capteurs qui au niveau je crois que c'est de la fosse nasale, mais je ne suis pas tout à fait sûre, et qui eux, vont voir si les odeurs qu'on sent correspondent à quelque chose dont on a besoin. Mais le problème, entre guillemets, c'est que nous, êtres humains, on n'a pas évolué tant que ça, notre biologie est toujours un petit peu la même, et donc on est resté avec ces instruments de base, quoi. Donc c'est vrai que si on renifle une tarte au poireau et qu'on trouve que ça sent bon, ça ne sera pas pareil. Là, l'instinct est complètement trompé. Mais avec des choses crues, notre instinct alimentaire marche à 100%. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que des fois, on peut se dire, je sais pas, j'ai besoin de vitamine C. J'ai besoin de vitamine C, il faut que je boive du jus d'orange, que je me fasse je sais pas quoi avec plein de vitamine C ou une chose comme ça. Mais ça, c'est quelque chose du mental. Alors que si on met plein d'éléments différents devant nous, et que notre corps, notre instinct va vers quelque chose qui nous appelle vraiment, eh bien, peut-être que ça aura de la vitamine C, mais peut-être que en fait, c'est juste notre tête qui se dit qu'on a besoin de vitamine C parce qu'on est fatigué, mais peut-être que c'est d'autres choses, enfin on a une carence en autre chose. Et notre corps, notre instinct nous dira directement vers quoi aller. Et donc ça, c'est absolument magique. Et quand j'ai commencé à manger comme ça, déjà l'étape d'avant de manger juste cru, c'était déjà extraordinaire, ça m'a tellement allégée. Mais là, j'ai eu des périodes à ne manger qu'un aliment, mais avec une délectation mais extraordinaire. Je me souviens, je sais pas, du pollen par exemple, de pollen frais, où j'en ai mangé mais des centaines de grammes presque d'un coup, quoi, parce que c'était merveilleusement bon. Et à l'inverse, il pouvait y avoir des choses que dans ma tête j'aimais et qui en fait ne correspondaient pas. Et ça, c'est vraiment, il y a vraiment tout un chemin à refaire parce que on nous apprend tellement de choses et en fait on est tellement formaté par la nourriture cuite que on est toujours habitué à avoir le même résultat. C'est-à-dire que je sais pas, du saucisson aura toujours du goût de saucisson, même s'il y a quelques variantes, mais en gros l'idée générale est là. Un gâteau, une tarte au citron aura toujours un goût de tarte au citron. Du brocoli cuit aura toujours un goût de brocoli cuit. Bon, même si après il y a des variations en qualité, mais enfin vous voyez quand même l'idée générale. Et ce qui fait qu'on est habitué à avoir un référentiel extrêmement stable. Et que
et que donc, enfin, on sait qu'avec telle cause, ça fera tel effet. Alors qu'avec la nourriture crue et l'instinct, c'est pas du tout ça, c'est changeant à chaque instant parce que ça vient s'adapter vraiment à nos besoins. Et quelque chose qui était super bon à un moment, tout d'un coup va devenir, pas dégueulasse, mais pas attirant. Et il ne sera pas attirant parce qu'on n'en a pas besoin. Et, et ça change vraiment énormément de choses. Et d'ailleurs, il a été constaté que les enfants qui avaient été élevés comme ça avec de la nourriture crue avaient été beaucoup plus souples. Vous voyez, enfin, ils ont l'habitude de ces variations, de ces changements. Alors qu'un enfant qui a toujours le goût de la danette au chocolat, qui sera toujours le même goût de danette au chocolat, supportera moins bien que tout d'un coup, paf, il y ait des changements dans sa vie, que quelque chose soit tout d'un coup différent. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant psychologiquement, quoi. Donc ça, et d'ailleurs, à l'époque, ben, mon fils bébé, je l'ai laissé s'alimenter tout seul. Dès qu'il a pu se déplacer un petit peu à quatre pattes, j'avais toujours une table basse avec quelques fruits dans lesquels il pouvait croquer et des choses qui étaient faciles pour lui de manger, même sans dents ou avec une ou deux dents. Et il se nourrissait comme ça de ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. Et là aussi, ça demande forcément une confiance absolue aussi dans ses choix. Et parce que je l'allaitais, et puis il allait choisir de lui-même ce qu'il voulait manger. Et là aussi, c'est une forme de lâcher-prise extraordinaire, mais où on n'a plus à suivre le truc de diététique, il faut manger ça, comme ça, et puis un enfant a besoin de ci, de ça. Qui on est pour savoir vraiment? Il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment savoir, c'est la personne intéressée, et même un bébé. C'est super, c'est vraiment intéressant, merci d'aider. Mais oui, je sais, moi c'est un sujet qui me passionne et qui m'a passionné pendant de longues années. Et donc ça va au-delà même du crudivorisme. C'est vraiment cet instinct, cette confiance en soi. Et de là, j'ai eu aussi des expériences qui étaient un peu plus étranges, qui peuvent être un peu difficiles à gérer quand on ne connaît pas et qu'on n'est pas... quand on n'a pas confiance. Et là, je veux dire, j'étais contente d'avoir quelqu'un pour m'aider avec ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu beaucoup de problèmes d'infection urinaire quand j'étais jeune. Et là, quand j'ai commencé déjà à enlever les produits laitiers, puis ensuite que je me suis mise à manger cru, je n'avais plus de problème de ce côté-là. Jusqu'à un jour, c'était à peu près, je me souviens, mon fils avait même pas encore un an, enfin, il devait avoir 10 mois. Donc ça veut dire que je mangeais cru depuis un an et quelques. Un jour, j'ai commencé à avoir une infection urinaire qui est montée et vraiment super forte. Donc super fièvre, et là je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que dans mon protocole normal d'autrefois, c'était grande fièvre, je pouvais monter jusqu'à 41 de fièvre, donc forcément truc pour faire baisser la fièvre et antibiotiques pour arrêter l'infection. Et là, j'appelle le médecin qui m'avait suivi pour ma grossesse et mon accouchement. Et donc, je lui dis ça. Et elle me dit, mais écoute, ne fais rien. Le mieux, c'est que tu jeûnes, mets-toi à jeûner, et puis laisse faire. Et bon, heureusement que c'était un médecin qui m'a dit ça, parce que bon, c'est pas forcément, enfin, c'était un conseil un peu fou. Hein. Je me souviens, j'avais dit ça à mes parents, ils étaient complètement dingues, parce que voilà, ça va être tourné à la septicémie, un machin, un truc, enfin bon, toutes les idées qu'on peut se faire. Mais au fond de moi, j'avais confiance. C'était pas, je suis pas du genre à suivre aveuglément ce qu'on me dit, mais c'est vraiment parce que je sentais que mon corps me disait, ok, quoi, il faut y aller. Et ça a été en fait ce qu'on appelle des crises curatives. Et ça a été la plus grosse crise curative de ma vie. Je crois que j'ai eu de la fièvre pendant une semaine, mais vraiment une fièvre de cheval. J'ai maigri d'une dizaine de kilos pendant la semaine. Donc c'était vraiment
fort, intense. Mais je suis sortie de là, bien sûr, ça s'est calmé. Je voyais bien que ça se calmait, hein, de toute façon, c'était pas en train d'augmenter. Ça s'est calmé, ça s'est arrêté, et je n'ai plus jamais eu aucune infection urinaire, et ça fait de ça 21 ans maintenant. Et donc là aussi, c'est juste l'écoute, la confiance. Et parce que ce qui se passe en fait, donc là, oui, écouter son corps, c'est génial, mais oui, c'est absolument génial, et c'est la clé de tout, de toute la suite en fait. C'est pas que pour l'alimentation, c'est pas que pour être en forme, c'est qu'après ça devient vraiment la base pour tout le reste, pour tous les ressentis, toutes les intuitions qu'on peut avoir, c'est aussi là, de la même façon. Et parce que bon, ce qui se passe en général dans ces crises curatives, c'est que lorsqu'on mange des choses qui ne nous conviennent pas, on va dire, que ce soit des choses crues, transformées, on a tout ça, le corps le stocke. Il y a quelque chose, quand on cuit un aliment, ça produit plein de molécules, mais des milliers de molécules différentes qui sont en fait ingérables pour notre organisme. On les appelle les molécules de Maillard. Vous pouvez chercher sur le net, vous trouverez certainement des choses là-dessus. Et il y a des milliers de molécules de Maillard différentes, donc que le corps ne sait pas gérer. Donc comme il ne sait pas les gérer, il les stocke. Parfois il arrive à en virer certaines, mais sinon il les stocke. Ou alors ces molécules ressemblent un petit peu à d'autres molécules dont on a vraiment besoin, donc elles vont se mettre aux endroits, enfin se pluguer là, comme du Lego à certains endroits. Mais voilà, c'est juste un truc qui n'est pas... qui n'est pas idéal, quoi. Donc, dans les moments où on peut laisser, où on permet à notre corps de se reconstruire avec les bons aliments, et bien à ce moment-là, il va finir par virer les autres. Et puis ça va se remettre en circulation, et c'est là qu'on va avoir des crises de détox phénoménales, parce que voilà, il est en train de se reconstruire, et en fait il est en train de jeter ses poubelles. Donc c'est pour ça que parfois c'est un petit peu compliqué à vivre, parce qu'on est fait de plein de choses qui sont pas vraiment utiles pour nous, et donc de temps en temps, quand le corps en a la possibilité, il les rejette. Donc ça peut se faire aussi avec des jeunes courts un petit peu, mais relativement longs encore plus, là, où ils rejettent toutes ces choses-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que moi je parle, mais mais il y a peut-être des choses qui vous interrogent. Je vais aussi vous expliquer un autre truc, donc bon, là aussi pas de manière très scientifique, mais ça existe, hein, ça existe sur le net, ça se trouve, ou dans des bouquins. Et je vous ai parlé tout à l'heure du fait que lorsqu'on sent quelque chose, en fait, on a des capteurs dans la cavité nasale, en tout cas, qui nous font dire si ce qui est devant nous est bon pour nous ou pas. Et en fait, ça va forger toutes nos réponses et tout ce qu'on tous les sucs digestifs qu'on produit. Et pour ça, il y a un très très bel exemple, et qui vous est certainement arrivé parfois, c'est l'ananas. Lorsqu'on mange de l'ananas cru, il peut nous sembler absolument extraordinaire au début, et puis tout d'un coup on va sentir qu'il commence à nous piquer la bouche, ou alors des fois il nous pique la bouche directement, hein. Alors on se dit oh, cet ananas il est pas bon. Non, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que c'est qu'on n'en a pas besoin. Mais alors ce qui se passe, et je trouve ça absolument magique, c'est l'ananas a une enzyme
qui digère les protéines. Je ne sais plus si c'est la bromé quelque chose. Je suis désolée, je ne me rappelle plus des noms. Mais enfin bon, on retient, il y a une enzyme qui digère les protéines. Lorsqu'on a... Et cette enzyme, en fait, elle est efficace tout de suite. C'est-à-dire que, en principe, si on la met dans la bouche, elle va commencer à digérer nos muqueuses. Ce qui est certes relativement désagréable. Mais l'ananas contient aussi beaucoup d'autres ingrédients, beaucoup d'autres éléments dont on peut avoir besoin. Et donc, si on a besoin de ces choses qui sont dans l'ananas, alors notre salive va fabriquer quelque chose qui va désactiver l'enzyme de l'ananas qui digère les protéines. Et ce qui fait qu'on va trouver que l'ananas est super bon et qu'il va être très très doux et tout ça, jusqu'à ce que on ait fait le plein de tout ce dont on a besoin avec l'ananas. À ce moment-là, le corps se dit « Ok, j'ai fait mon boulot ». La salive les glandes salivaires arrêtent de sécréter ce truc qui coupe l'effet des enzymes qui digèrent les protéines. Et à ce moment-là, c'est là que ça va commencer à piquer la langue, à piquer le coin des lèvres et tout ça, parce que ce truc-là va se mettre, va pouvoir bosser. Et donc là, c'est un signe que notre corps n'en a plus besoin et que c'est pas la peine d'assister avec l'ananas. Alors ça peut marcher avec le kiwi, avec les figues fraîches aussi, ça peut faire ça aussi. C'est juste que là, c'est bon, stop, on arrête, on n'en a plus besoin. Donc voilà, ça c'était un petit truc. Alors, la question, comment justement faire la différence entre l'épuration et quelque chose qui demande un traitement ? Alors, je vais peut-être aller un petit peu loin dans les trucs, et bon, je ne suis pas médecin, je n'essaye pas de faire, de dire quoi que ce soit, donc c'est vrai que parfois il vaut mieux quand même déjà avoir un avis médical pour savoir vraiment ce qui arrive. Mais en gros, je dirais la confiance. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, tu sens que vraiment ça continue à pas aller, c'est qu'il y aura quelque chose à faire. Mais en général, ces crises curatives, elles émergent et puis ça finit par se calmer. Je ne saurais pas quoi dire, à part que... bon, je ne veux pas commencer à prêcher des trucs, dire on peut guérir toutes les maladies comme ça ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour des choses qui nous... Tout ce qui est infection, tout ce qui est inflammation, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, si on ne remet pas de l'huile sur le feu, ça va se calmer. Et je dirais que là aussi, c'est vraiment l'écoute. C'est l'écoute de soi, de voir comment ça évolue. On est tellement habitué à mettre un couvercle sur tous les symptômes qu'on a. Que c'est vrai que c'est difficile d'avoir confiance. On a un bouton quelque part, vite, il faut mettre de la crème, il faut l'enlever, ou des choses comme ça, ou on a une inflammation, on a une tendinite, on va se dire oh là là, vite, il faut que je prenne des anti-inflammatoires. Voilà. Alors qu'en fait, ce truc-là a juste besoin de s'exprimer. Et il finit par se calmer si on lui donne toute l'écoute nécessaire. Donc je ne sais pas, Flamand Rose, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, surtout si tu en as d'autres, je suis prête à continuer sur le sujet, mais ouais, c'est... Qu'est-ce qu'un traitement ? Je ne vous dis pas de soigner un cancer en phase terminale comme ça, hein, surtout pas. Mais c'est plus aussi quelque chose de préventif. C'est juste d'écouter déjà au départ et de ne pas cumuler toutes les toxines que le corps ne peut plus gérer. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça non plus, hein, c'est pas qu'alimentaire, il y a l'émotionnel, il y a plein de choses, mais c'est...
c'est juste, c'est l'alimentation telle qu'on la conçoit maintenant, pour la plupart, la plupart du temps, c'est vraiment comme si on mettait du diesel dans une Ferrari, quoi. Notre corps est une machine de guerre, une machine de course. Et si on ne lui donne pas le bon carburant, ben forcément, ça ne va pas. Donc c'est vraiment... c'est surtout ça à la base. Ok, t'es bien d'accord, alors c'est super. Et voilà, en fait j'ai préparé aucune note, hein, là je suis un peu freestyle, donc surtout si vous avez des questions, allez-y. Parce que qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre là-dessus. Euh, Bon, alors que après, bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui est relativement compliqué à mettre en place parce que bah, déjà socialement c'est difficile, qu'en général notre entourage trouve ça toujours un petit peu space, que bon, les trucs au resto où on demande une salade verte et quelques légumes, voilà, enfin, ça finit par être un peu frustrant. Et puis on a aussi des crises émotionnelles où on a besoin aussi de se réconforter avec des choses qui émotionnellement nous réconfortent. Donc ça peut être des choses de notre enfance ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, donc on peut aussi retomber dans ce genre de truc. Le problème, c'est qu'en général, ça fait très mal parce que lorsqu'on mange relativement bien, quand tout d'un coup on a un truc qui est plus difficile à gérer, cuit, transformé, ça pose un petit peu plus de problèmes. Pas forcément tout de suite, parce que notre système est tout à fait capable, désolé pour le bruit du voisin, j'attends un petit peu, voilà, notre système est tout à fait capable de gérer de temps en temps des choses. Mais le problème, c'est si c'est à répétition, là, le corps nous le dit en général et c'est assez compliqué. Enfin, ça peut être très très fatigant, on peut avoir des prises de poids fulgurantes et des choses comme ça. Mais cela dit, moi je suis en train de vous parler de tout ça. J'ai mangé de manière instinctive pendant une dizaine d'années. Et bon, physiquement, c'était mes meilleures années. Mais j'ai eu la chance d'être à ce moment-là, de vivre en France, ou bien de vivre à Bali, ou en Thaïlande aussi, où forcément il y a des choses extraordinaires à manger, des fruits extraordinaires. Et en fait, j'ai été un petit peu coincée en arrivant à Saint-Martin, donc aux Antilles, où je pensais trouver tous les fruits tropicaux qu'on trouve et puis plein de choses géniales. Mais sauf que Saint-Martin, qui est en haut de l'arc antillais, est une île extrêmement aride où presque rien ne pousse et où, bon, maintenant ça commence à s'arranger un petit peu, mais où pendant très très longtemps on n'était alimenté que par des fruits et légumes venant des États-Unis et d'Europe, qui étaient vraiment insipide, vraiment, ouais, vraiment pas génial. Donc ça a été très très compliqué pour moi de continuer à manger 100% cru. Parce que j'avais pas les aliments adéquats, que je sentais que j'étais pas bien nourrie avec ce que j'avais. Et donc petit à petit j'ai reglissé vers le cuit. Mais tout en sachant qu'à chaque fois que ça va pas, je me remets au cru direct et que ça change vraiment la donne, quoi, parce que c'est beaucoup plus... voilà, enfin, je me restabilise très très vite avec ça, ou cru ou des jeunes, quoi. Alors, Audrey, tu me demandes, tu étais accompagnée au cours de ton apprentissage au départ? Oui, je l'étais. J'étais oui et non, enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu étais là au départ, parce que je disais que j'ai commencé en fait quand j'étais enceinte de mon fils, il y a 21 ans, et bientôt 22, et donc j'étais accompagnée par le médecin qui m'a suivie pendant ma grossesse et qui était là pour mon accouchement à la maison, qui elle conseillait à ses patientes de passer au cru. Donc oui, dans ce sens, j'ai été suivie par elle. Au départ, elle m'a vraiment donné
un espèce de plan à suivre quoi, pour pas être complètement perdu. Et petit à petit, je suis allée, après mon accouchement, dans quelque chose de, enfin, j'allais dire d'un peu plus instinctif, mais non, même de carrément plus instinctif, quoi. Et bon, il y a des bouquins et des choses qui en parlent aussi. Il y avait un groupe sur Yahoo à l'époque aussi de gens qui mangeaient comme ça. Donc oui, il y avait un soutien. Il y avait un soutien. Et d'ailleurs, à ce propos, tu me tends la perche, là. C'est quelque chose que je pense peut-être vous proposer comme accompagnement. Alors, je ne sais pas si ça vous plairait, mais de faire un petit programme. Donc ça ne veut pas dire de lâcher tout et de rentrer à 100% cru pendant jusqu'à la fin de votre vie, hein, mais juste peut-être avoir une petite vue de ce que c'est, d'avoir quelques semaines comme ça, juste pour expérimenter, pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que ça vous apporte, et surtout pour vous amener aussi à avoir, à contacter cette confiance dans votre corps, à contacter et, à voir à quel point en fait votre corps est souverain et il sait tout. Si on arrêtait d'écouter la tête, on saurait exactement. Il y a parfois, vous savez, il y a des choses on les voit, et puis je sais pas, moi, des plantes même qui, ça sent bon, et ça donne envie d'y goûter, alors que c'est un truc, je sais pas, je ne me connais absolument pas en herboristerie, mais ça. Voilà, on arrive à avoir après une confiance absolue dans cet instinct. Et même à jouer parfois un peu avec le feu, mais oui et non, avec des produits comme des champignons qu'on retrouve dans la nature et qui... ça m'est arrivé, donc ne le faites pas avant d'être bien entraîné, hein, mais un champignon que je vais sentir et qui sent bon, ça fait saliver. Donc à ce moment-là, de goûter qu'un tout petit morceau pour voir ce que ça donne, d'être prêt à recracher si ça va pas, mais de sentir, de voir si c'est avalable ou pas, si le goût est bon. Et si c'est bon, à ce moment-là, on peut en manger, mais vraiment par petites touches. Audrey, toi, tu dois connaître le mancélinier, c'est cet arbre qu'il y a dans les Antilles et qui est considéré comme un arbre très très dangereux parce que sa sève est extrêmement acide, et lorsqu'il pleut, il ne faut surtout pas se protéger sous un mancélinier parce qu'on risque d'être brûlé en fait par les gouttes de pluie qui auront été en contact avec cette sève. Et donc le mancélinier a des fruits. Et ça m'est arrivé de manger des fruits de mancélinier. De manière, alors, si, en faisant très très attention à chaque petite bouchée, à sentir si on salive encore, si le goût est encore bon, et à ce moment-là de pouvoir l'avaler. Et donc j'ai mangé une fois, jamais plus d'un fruit, hein. Une fois j'ai fait la bêtise d'en manger un peu plus. Et c'est là qu'on se rend compte aussi des couches d'éducation, enfin de choses de notre éducation qui sont là et qui nous influencent encore. J'avais goûté un fruit, enfin j'avais mangé un fruit, et ma fille en avait mangé un tout petit peu d'un, et elle me l'avait refilé en disant tiens, j'en veux plus. Super, elle avait bien écouté. Sauf que moi, je me suis dit, oh, mais ce fruit, il est à moitié mangé, je vais le terminer. Et là, j'ai eu des brûlures d'estomac. Bon, ça allait, c'était tout à fait gérable. Mais j'ai mangé ce truc sans écouter mon instinct, sans écouter ce que mon corps avait à me dire, parce qu'en fait, il devait plus le même goût. Mais juste parce que, voilà, faut finir ton assiette. Tu vas pas laisser un fruit à moitié mangé comme ça. Et pourtant, c'était un truc qui était cueilli sur un arbre, sur une plage, hein. Et c'est absolument incroyable de voir à quel point on est complètement retenu par ces injonctions
qu'on a pu avoir petit ou plus grand, des choses qui se font ou qui ne se font pas. Donc, c'est tout mon rapport à la nourriture, ton rapport à la nourriture qui se transforme totalement, ça devient très intuitif, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc c'est vrai que ça change tout dans la façon de faire, parce qu'on ne va jamais, on ne peut pas... Alors là aussi, ça met en cause des choses culturelles qui sont bien enracinées, comme les repas de famille, où la mère de famille ou quelqu'un d'autre va préparer un bon petit plat. Donc c'est sûr que là, c'est plus possible d'avoir cette réunion autour d'un plat. Mais ça peut être une réunion autour d'une énorme table avec plein de choses à manger dessus, et où chacun ira se servir de ce qui lui fait vraiment envie, quoi. Mais, et donc de ce côté-là, c'est compliqué parfois à introduire dans notre société, parce qu'il y a un tel rapport émotionnel avec la bonne bouffe, avec l'énergie que quelqu'un met à cuisiner et tout ça, que c'est complexe. Mais, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Parfois c'est compliqué, mais ça peut se faire si on a vraiment la foi, quoi. Et à partir du moment où on voit surtout les résultats que ça donne, c'est extraordinaire. Alors là, en toute transparence, je ne mange absolument pas comme ça en ce moment. Comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué à un moment à Saint-Martin pour moi, pour truc. Encore maintenant, il y a plus de choix, on a plus de choses qui sont importées de Guadeloupe aussi, et puis il y a des petits producteurs qui commencent à se mettre en place ici aussi. Mais c'est un petit peu... on n'a pas les choix qu'on peut avoir dans les pays tempérés, aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, alors après, il y a aussi l'empreinte carbone compliquée, parce que parfois, on importe des fruits tropicaux, tout ça. Donc il y a plein de choses aussi à voir de ce côté-là, enfin, suivant où on en est dans j'allais dire dans sa prise de conscience écologique, mais enfin, oui, mais c'est même pas une histoire de prise de conscience, mais c'est là où on veut se positionner, si on veut avoir mangé des choses importées ou pas. Mais oui, donc en ce moment, moi, je ne suis pas comme ça. Donc je sais que ça fait un peu bizarre que je vous parle de ces choses-là alors que je ne l'applique pas moi-même. Mais j'y reviens doucement, parce que je sens là que j'ai passé une dernière année qui était, comme beaucoup, un petit peu compliquée émotionnellement, et qui m'a fait manger absolument n'importe quoi. Et alors quand je dis n'importe quoi, ça peut être le régime tout à fait standard et normal pour quelqu'un qui le trouvera même tout à fait sain, mais qui pour moi sont des choses qui me fichent en l'air totalement. C'est le gluten, les produits laitiers et du sucre aussi, le sucre raffiné. Et donc je me suis un petit peu laissée aller ces derniers temps, mais je pense que j'en avais besoin aussi. C'était une manière de retourner dans ma grotte, d'être doudou, vous voyez, enfin d'avoir ce truc qui me rassure, et tout ça, enfin et bon, c'était un besoin à un moment, et comme ça peut l'être, enfin là c'est un besoin qui a duré assez longtemps, et où je voyais en plus mon corps se dégrader, hein. Mais bon, c'était quand même nécessaire pour moi de continuer avec ce processus-là. Comme ça m'est arrivé souvent dans les années où je sens que tout d'un coup, la nourriture est une béquille, quoi. Où on a besoin tout d'un coup de ça, même si on sait que ça fait pas du bien d'une certaine façon, ben ça fait du bien d'une autre, et puis en fait ça rééquilibre quelque chose. Et après quand on ressort la tête de l'eau, à ce moment-là on peut s'occuper de son corps mieux. Et là en ce moment j'ai vraiment ce besoin urgent de ressortir de cette bulle que je m'étais faite, et de nettoyer, de clarifier, et voilà. Donc là, oui, par exemple, j'ai des rougeurs sur la peau aussi que je traîne depuis un an, où j'ai mangé tout ce que d'habitude me fait pas de bien. Et
Et voilà, mais c'est en train de disparaître là. Parce que là, je me suis remise au cru, pas instinctif, parce que encore une fois, c'est compliqué ici, mais bon, je vais quand même essayer au maximum de le faire. Et puis, mais je me suis remise au jus de légumes, jus de céleri, choses comme ça qui aident déjà. Mais c'est dans la tête. Enfin, je veux dire, c'est encore un truc, c'est encore quelque chose de l'ordre du mental, se dire, oh, le jus de céleri va me faire du bien, donc je vais en faire. Et l'idéal, si vous avez un juicer aussi, un extracteur de jus. Le mieux, c'est aussi, avant de passer vos produits à l'extracteur, de les renifler aussi, de les sentir, de voir si c'est quelque chose qui vous appelle, si tous vos sens se mettent en éveil devant ce que vous avez envie de passer dedans. Et si ça n'a aucun goût, enfin si ça ne sent rien plutôt, si ça n'a pas d'odeur, si ça ne vous appelle pas, vous les mettez de côté, même si vous vous dites « Ah oui, mais ça me ferait du bien d'avoir de la vitamine A ou de la vitamine C ou des machins ou des trucs. » Non, arrêtez de réfléchir comme ça, c'est vraiment votre corps qui sait. Donc voilà. Donc, ouais, je voulais, enfin je sais pas, est-ce que quelqu'un a encore des questions de ce côté-là? Parce que sinon, je voudrais passer à un autre volet qui est... alors, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu contradictoire parce que je vous ai parlé d'instinct tout le long, là. Mais je voudrais vous parler aussi du nettoyage, de toutes les sortes de nettoyages qu'il est possible de faire et qui sont faciles à faire. Et justement, vu nos modes de vie, vu notre alimentation normale et tout ça, on est tous plus ou moins encrassés. Donc, y a un moment où, même si on suit quelque chose qui s'approche le plus possible de la nature, il est bon de temps en temps de donner un coup de pouce artificiel, mais qui est artificiel dans la même mesure où ce qu'on a mis dans notre corps était artificiel aussi. Donc allez, on va dire que ça compense, quoi. Donc dans ces mesures, enfin moi ce que j'aime, ce qui me parle vraiment, d'abord c'est le jeûne. Donc ceux qui me suivent depuis un certain temps, enfin l'année dernière j'en avais fait un pendant le premier confinement, dont je vous ai parlé à l'époque-là. Donc là aussi, le jeûne, ça peut être... Alors déjà, ça peut être aussi... On peut commencer très doucement avec du jeûne intermittent, c'est-à-dire de manger... enfin, de laisser 15 heures par 24 heures où on n'avale rien. Donc, histoire de vraiment laisser le système digestif en paix et que l'énergie qu'on utilise pour la digestion soit utilisée pour autre chose. Parce que le corps, dès qu'il a l'occasion de faire autre chose que digérer, parce que la digestion, ça prend... une énergie phénoménale. Dès qu'il a d'autres choses à faire, eh bien, il ira faire du nettoyage. Et donc, c'est en ça que le jeûne est hyper puissant, quoi. C'est que le corps, tout d'un coup, se dit « Ah, ok, alors hop, je vais dégager ceci, je vais dégager ceci. » Et c'est pour ça que les jeûnes, parfois, sont assez désagréables, qu'on passe par des crises qui sont complexes à gérer, enfin qui sont pas complexes, mais qui sont difficiles parce que ce sont des choses intenses de malaise et parce qu'on a tout d'un coup un flot de toxines qui sont remises en circulation, que le corps va en profiter pour sortir des choses par tous les émonctoires possibles. Donc on peut avoir des éruptions de boutons, on peut avoir des démangeaisons, on peut avoir la langue hyper chargée, enfin des choses comme ça qui sont là parce que c'est super bon signe en fait, c'est que le corps est en train de bosser. Donc dans les jeûnes, il peut y avoir déjà les jeûnes intermittents qui sont déjà une bonne façon de faire quelque chose de doux, quoi, parce que c'est vrai que on va pas, pour quelqu'un qui en a jamais fait, c'est un peu compliqué de tomber tout d'un coup à jeûner pendant 10 ou 15 jours, quoi. Et puis ensuite, on peut essayer une journée de jeûne, faire une journée de jeûne par mois ou par semaine, encore mieux, et puis après passer à 3 jours, et puis ensuite se faire des jeûnes un petit peu plus longs aussi. Mais ça, enfin, je conseille pas de commencer direct par un jeûne super long, c'est un peu compliqué, quoi. Et là aussi, enfin, je sais que certaines personnes y arrivent, hein, parce qu'il y a tous les super trucs de jeûne et de randonnée où les gens se disent de telle date à telle date, je vais jeûner. Ça, c'est quelque chose où moi j'ai beaucoup de mal et où je sens en fait que c'est mon corps en fait qui là aussi m'appelle au jeûne. C'est-à-dire qu'un jour, je me rends compte que
bah, je peux très bien ne pas manger, que ça va pas me déranger. Et puis le lendemain, je vais dire, ah bah tiens, en fait, j'ai pas mangé, mais est-ce que j'ai vraiment envie de manger là? Et non. Alors, des fois, justement, je vais renifler des trucs, juste pour voir s'il y a des choses qui m'appellent. Et je me rends compte que non, je dis bon, bah ok, d'accord, je jeûne. Et puis après, bah, ça peut durer une dizaine ou une quinzaine de jours comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui appellent. Et même quand je jeûne, c'est vraiment très très drôle parce que je teste, je teste les odeurs des aliments et tout. Et en général, il n'y a rien qui vienne me dire oh, j'en veux absolument, quoi. Par contre, alors la tête, ça, elle n'arrête pas. Elle fantasme sur plein de plats, plein de choses, mais le corps, vraiment, vraiment, si on l'écoute, mais il en veut pas, quoi. Donc ça, c'est une première, un premier bon nettoyage à faire de temps en temps. Ensuite, alors il y a un autre truc que j'ai fait récemment, si vous avez suivi mes stories, j'en ai parlé un petit peu, c'est le nettoyage du foie. Parce que le foie, qui est notre centrale nucléaire, qui fait plein de choses différentes dans l'organisme, a besoin lui aussi de se reposer, de se nettoyer parfois. Donc pour le foie, je recommence. Il produit parfois des calculs. Vous savez, les calculs biliaires qu'on retrouve dans la vésicule biliaire. Certaines personnes ont besoin de se faire enlever la vésicule biliaire parce qu'il y a des de calculs trop gros dedans et tout ça. Donc pour ne pas en arriver là, c'est bien aussi de nettoyer le foie de temps en temps. Donc là aussi, c'est à faire si on est sûr de son coup, si on n'a pas trop Enfin, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux aller se faire une échographie avant pour savoir comment ça va et s'il n'y a pas de gros calculs qui bloquent. Parce que là, l'idée avec ce nettoyage, c'est de faire descendre ces calculs pour les expulser. Alors, ça, si vous tapez ça sur le net, vous trouverez nettoyage du foie. Et en fait, la personne qui a rendu ça vraiment populaire s'appelle Andreas Moritz, Moritz. Et vous trouverez plein de trucs avec le protocole. Bon, vous trouverez aussi plein de trucs des détracteurs de ce protocole, mais voilà. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai fait pour la première fois il y a, je sais pas, peut-être 7 ou 8 ans. Et alors que j'étais encore plus ou moins crudivore, j'étais plutôt saine, quoi. Alors je me disais, ouais, bon, je vais essayer, mais voilà, quoi. Et donc l'idée, c'est de faire expulser ces calculs qui vont se retrouver ensuite dans l'intestin. Et donc ensuite, on peut les voir. On peut voir ce qu'on expulse. Et j'en ai sorti, mais je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines même de trucs, de gros comme le bout de mon petit doigt, quoi. De trucs, de ces petits calculs. Deuxième, donc quand on a ça, quand on commence ça, il vaut mieux le faire pendant quelques mois, en fait, parce que un premier nettoyage va en enlever certains, et puis il y en a d'autres qui sont logés un petit peu plus loin, qui auront fait la moitié du chemin, mais qui ne seront pas encore sortis. Donc il faut le répéter tous les mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et deuxième fois aussi, j'en avais pas mal. Troisième fois, j'en avais plus. Quatrième fois, j'en avais plus. Et donc là, j'avais arrêté. Et donc là, j'ai décidé de le refaire parce que ça faisait longtemps. Et donc j'ai aussi sorti pas mal de trucs. Et donc c'est intéressant pour ça. Et ça, oui, je pense à ça tout d'un coup, c'est que les détracteurs disent oui, mais en fait, c'est des trucs qui sont formés par la précipitation de l'huile d'olive qu'on prend, parce qu'on prend de l'huile d'olive dans le truc, et qui forment des choses comme ça dans le foie, et donc c'est normal après qu'on expulse l'huile d'olive. Ok, certes, mais alors pourquoi est-ce que après plusieurs mois, en fait, il n'y en a plus? Donc je me dis bien qu'il y a autre chose que ce qu'on a apporté souvent. Donc voilà, ça c'est pour l'huile d'olive, pour le nettoyage du foie. Et ensuite, il y a aussi, alors quelque chose, ça, il y a aussi tout ce qui est nettoyage de l'intestin. Alors ça peut être des lavements qui peuvent être super efficaces, donc à faire chez soi.
Après, il y a aussi l'hydrothérapie du côlon. Si vous avez un thérapeute qui fait ça à côté de chez vous, il y avait quelqu'un à Saint-Martin, mais qui n'est plus là, donc c'est bien dommage, mais qui là aussi, c'est un lavement du côlon, mais beaucoup plus poussé, et qui permet de nettoyer tout ce qui s'incruste en fait sur les parois du côlon, et qui fait que les échanges se font mal, non seulement dans ce que la nourriture, alors aussi le côlon aussi, je crois, récupère encore des aliments, mais enfin en tout cas dans tous les aliments qu'il y a et qui vont dans la circulation sanguine, mais aussi après tout ce que le sang vient apporter comme déchets dans l'intestin. Donc si l'intestin est sale, forcément les échanges se font moins bien. Et il ne faut pas oublier aussi que l'intestin est notre deuxième cerveau, hein, ça devient quelque chose qui est de vraiment très très connu maintenant. Et que donc tout ça, qu'il y a énormément de neurones en fait, dans les intestins aussi, et que ça aussi, si tout ça est encrassé, forcément ça fonctionne moins bien. Et je suis vraiment persuadée qu'il y a vraiment quelque chose quelque chose d'émotionnel, d'extrêmement important, qui est lié juste à la santé de l'intestin. Donc, et qu'on est plus notre intestin est bon, plus on a de chances d'être équilibré émotionnellement. Et donc là, j'ai très très hâte là, d'essayer quelque chose d'autre pour le nettoyage de l'intestin. Et en fait, j'attends avec impatience quelque chose que j'ai commandé là. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est un produit dont une amie m'avait parlé il y a plus de 20 ans. Qui m'avait raconté une expérience, je crois qu'elle était en Nouvelle-Zélande ou en Australie, je ne sais plus, enfin peu importe, et où elle avait fait un jeûne en prenant en plus un produit qui était là pour nettoyer l'intestin encore plus profondément. Et elle m'avait raconté qu'un jour, donc après avoir fini ce truc avec ce produit, elle a senti qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et puis de relâcher quelque chose, et que ce qui est sorti n'avait rien à voir avec quelque chose d'alimentaire, quoi. C'était pas des sels, c'était autre chose. Et elle m'avait vraiment, ce qui avait été important dans ce qu'elle avait dit, c'est qu'elle avait senti comme émotionnellement, elle venait aussi de lâcher quelque chose de très très important, qui l'encombrait, qui l'obstruait, qui l'empêchait d'avancer, enfin un boulet quoi, de truc. Et donc c'était... elle avait non seulement... C'était nettoyé physiquement, mais émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui était sorti. Et donc elle avait été incapable de me dire, à l'époque, le nom du produit. Et donc ça faisait 20 ans que je me demandais ce que c'était que ce truc, et que j'y pensais régulièrement en me disant mais qu'est-ce que c'était que ça ? Et là en fait j'ai, grâce à Instagram et à quelqu'un que je suis, qui parlait de ça, j'ai retrouvé ce fameux produit. Et là je suis super contente parce que je vais bientôt tester ça. Alors je vous en parlerai. Ma fille essaye de me faire promettre de ne pas mettre des photos de ce qui sort sur les réseaux. Donc bon, je vais essayer de rester discrète de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qui sort, donc, c'est ce qu'on appelle la plaque mucoïde. Alors là aussi, vous pouvez taper plaque mucoïde sur un moteur de recherche pour voir des photos et pour qu'on vous explique ce que c'est. Et en fait, c'est un amas de déchets qui se sont posés sur toutes les parois de l'intestin. Et qui, grâce à ce produit, qui sont en fait des enzymes, des enzymes qui viennent manger en fait, le truc, et bien ça se décolle et on peut s'en débarrasser. Et avoir un intestin tout frais, tout neuf. Alors ça, je vous tiendrai au courant du truc parce que je veux vraiment le tester avant d'en parler vraiment. Mais en tout cas, j'ai un grand espoir, enfin espoir, non j'ai espoir de rien, je n'attends rien, mais enfin je sais que ça sera quelque chose
Enfin, je suis persuadée que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup, non seulement d'un point de vue physique, alimentaire et tout ça, mais aussi pour être mieux. Donc, enfin, je vous en parlerai plus bientôt de ça. Donc voilà, enfin ça en fait sont pour moi les trois choses importantes pour se maintenir aussi en bonne santé, quoi. On a besoin de ce nettoyage parce qu'on ne vit plus dans notre cabane au fond des bois, quoi. Et autant autrefois, déjà on mangeait nettement moins, donc notre corps pouvait tout assimiler tranquillement. Autant maintenant on mange différemment, on a plein de pollutions qui nous viennent, même si on fait attention à notre alimentation, on est de toute façon pollué, ne serait-ce que par l'air qu'on respire parfois, ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça se retrouve et ça a besoin d'être nettoyé. Donc l'idée c'est quand même l'alimentation qui est déjà la base, et puis ce côté instinctif, quoi, qui est vraiment très important, mais qui peut être en même temps supporter c'est de l'anglais ça, mais enfin qui peut être soutenu par d'autres pratiques en plus. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait je suis partie un petit peu dans tous les sens, parce que je voulais vous parler de souveraineté, d'autonomie, de liberté, et en fait je me rends compte que je vous ai parlé de plein de choses différentes, mais en fait ces choses mènent vraiment à ça, à cette souveraineté, à cette autonomie, à cette liberté. On a tellement de choses à déconstruire au niveau de nos croyances et à apprendre. Oui, ça énormément. Et l'alimentation est un morceau, mais énorme. Si tu manges pas, tu meurs. Si tu bois pas, tu meurs. Oui, certes, mais on a le temps quand même. Parce qu'il y a des gens qui font des jeûnes secs de plusieurs jours et ça se passe bien. Mais ça se passe bien aussi parce qu'il y a de l'entraînement derrière, hein. On ne fait pas un jeûne sec direct après avoir mangé pendant 10 ans de la choucroute à tous les repas, hein. Mais bon, choucroute encore, je suis gentille, mais McDo, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose, il y a énormément de peurs qui sont liées à l'alimentation, énormément d'émotions qui sont liées à ça, aussi dans le côté émotion, réconfort, on mange pour se réconforter, donc c'est vrai que des crêpes, ça sera peut-être plus réconfortant qu'un concombre mangé comme ça, quoi. Mais en fait, voilà, quoi. Mais finalement, le fait de commencer par cette connaissance de soi ouvre d'autres choses. Mais exactement, moi, comme je le disais au début, moi, ça a été le début de tout. C'est à partir de là que j'ai pris conscience que j'avais cette intelligence de guérison dont je parle souvent, dont je parle avec le breathwork, avec des choses comme ça, où là aussi, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, on permet à cette intelligence de guérison de faire son boulot. Et puis intelligence de guérison ou pas de guérison, intelligence tout court, quoi, cette part de soi qui sait exactement toujours de quoi on a besoin, mais qu'on n'écoute pas, et c'est dramatique. C'est dramatique. Donc ouais, et d'ailleurs, c'est l'alimentation qui m'a conduite après à la respiration allotropique. Parce que j'étais avec un groupe de crudivores. Et il y en avait un des membres qui avait découvert ça et qui disait mais c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose, voilà, c'est notre instinct, c'est notre corps, c'est cette intelligence qui nous dirige là aussi vers ce dont on a besoin pour guérir spirituellement, émotionnellement et tout. Et voilà, donc c'est le même processus en fait, et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager ça aussi, parce que ça en fait partie, quoi. Donc c'est pour ça, je ne sais pas quand je vais faire ce programme là, mais j'aimerais vraiment accompagner les gens aussi là-dedans, enfin dans cette connaissance, cette redécouverte de soi, parce qu'il n'y a rien, enfin tout est là, quoi, tout est toujours là. Donc c'est pour ça la diététique,
c'est un pis-aller, c'est juste pour faire un truc qui conviendra à peu près à la majorité des gens, et encore. Mais certaines personnes, quand on mange cru avec l'instinct au départ, il y a vraiment des choses très très surprenantes. On peut être attiré par des choses qui paraissent vraiment cheloues, hein, ou pas bonnes, mais qui vont nous apporter quelque chose. J'ai été pendant très longtemps attirée par tous les fruits extrêmement mûrs, mais extrêmement mûrs, à la limite de la pourriture, hein, mais et alors je sais pas, bon là mon explication est peut-être absolument pas scientifique, hein, mais l'explication que j'ai, enfin qui moi me convenait en tout cas intellectuellement, à tout ça, c'est que je vous l'expliquais au début, j'ai mangé, avalé des tonnes d'antibiotiques. J'ai été élevée aux antibiotiques toute mon adolescence. Et je pense que ma flore intestinale, ma faune, enfin bon, ma flore intestinale devait être complètement bousillée. Et que j'avais peut-être besoin, à travers ces aliments qui étaient déjà un petit peu fermentés et qui avaient des enzymes différentes qui étaient là, peut-être que ça a été une manière pour moi de remettre de la vie dans mes intestins, quoi. Mais voilà, enfin, peu importe, de toute façon, j'étais satisfaite par ça et je n'ai jamais été malade à cause de ça, quoi. Il y a ça aussi. Et là aussi, oh là là, mais je pourrais y passer des heures et des heures, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui me viennent sur ces histoires ah ouais, mais j'ai mangé ça et ça m'a rendu malade. Mais ça m'a rendu malade comment? Parce que peut-être que c'était justement le truc qui a provoqué aussi une détox, quoi, et un nettoyage. Donc là aussi, il faut regarder les choses vraiment sous un autre angle, quoi. C'est pas toujours. Comment dire? J'ai envie de dire, la nature ne nous veut pas de mal. Et tout ce qui est là pour notre bien, pour, voilà, pour nous faire avancer. Et que parfois, ben, ça passe par des moments un petit peu désagréables, comme une crise curative qui va faire qu'on va avoir mal dans les articulations, qu'on va avoir des boutons ou des choses comme ça. Mais bon, ça dure pas des mois, ça dure que le temps que ça se nettoie, quoi. Donc là aussi, avoir une confiance absolue dans ce qui est là et dans ce qui vient, quoi. Donc voilà, mon message c'est ça, c'est ayez confiance. Et ouais, je veux dire aussi, bon, l'instinct dont je parle alimentaire, hein, j'insiste bien, ça ne marche uniquement qu'avec des choses crues. Si vous allez renifler du chocolat, bah, il aura toujours une odeur de chocolat et vous serez habitué à votre chocolat et vous le mangerez. Mais après, avec un petit peu d'entraînement, enfin, vous verrez que c'est vraiment très facile de discerner vraiment ce dont on a vraiment réellement besoin, quoi. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. Réfléchissez à tout ça. Voyez où votre instinct vous porte, quoi. Et puis voilà. Et puis bon, un de ces jours prochains, vraiment j'ai envie de proposer cet accompagnement. Donc si ça vous intéresse, surtout dites-le moi en commentaire. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions, d'aider? Ou sinon je vais arrêter là. Eh bien, merci à toi d'avoir été là. Et puis ben, je vous embrasse tous ceux qui regarderont le replay. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose en tout cas. Passez une belle journée ou soirée, suivant où vous êtes. Et puis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bye bye.